Merci, bonjour à tous, bonjour à ceux que j'avais déjà salués. Aujourd'hui, super plaisir d'être avec vous, d'avoir travaillé encore sur cet observatoire merveilleux, parce qu'il met en coïncidence, si je puis dire, les évolutions qu'on vit tous dans notre travail, avec des choses beaucoup plus précises sur les aménagements des espaces. Donc ça, c'est vraiment toujours passionnant pour nous aussi en tant que sociologues. Alors comment on va faire aujourd'hui? On a un petit programme bien chargé, ma foi, quand même. Déjà, on va regarder le paysage dans lequel ces évolutions des espaces de travail sont en train de s'inscrire. Et bien sûr, c'est le télétravail qui va être le mot-clé. On va quand même repasser par le rapport au travail, parce que vous allez voir que tout le long de cette présentation, on va beaucoup faire état de... Pratiquement, ce sont des tensions entre l'individuel et le collectif. Et ça devient vraiment quelque chose qui est un vrai challenge pour vous tous, en tant qu'organisateurs d'espace, managers, RH. Comment on fait pour réconcilier? Est-ce qu'on peut? Mais surtout, comment on fait? Et puis donc, comment on fait? La réponse, c'est comment on va réinventer le bureau qui, justement, réconcilie ça, donne envie de revenir, alors qu'on était très content de travailler avec son chat sur les genoux chez eux. Alors, petit préambule quand même, pour vous rappeler que cette enquête, c'est quand même du sérieux. C'est une enquête qui est appuyée sur un regard sociologique. On le rappelait, on avait quand même un chercheur du CNRS qui était spécialisé de l'évolution du rapport au travail, qui nous accompagnait sur ces données-là pendant des années. Mais ce regard sociologique, Sociovision, là, Sociovision, hein, comme son nom l'indique, hein, sociologie, et puis le groupe IFOP, évidemment, en la personne de Jérôme Fourquet, qu'on ne présente plus, c'est quand même des gens qui regardent comment change la société française. Donc c'est vraiment cette mise en perspective qu'on apporte. Et puis, bien sûr, le côté sérieux, c'est l'échantillon, il est représentatif. Nous, on travaille dans plutôt des assez grandes entreprises, voire des très grandes entreprises. On travaille plutôt à Paris, du coup, même si on peut télétravailler d'ailleurs. Mais l'échantillon ici, il est représentatif. Des gens qui travaillent au bureau, au moins de temps en temps, et parmi eux, il y en a presque 1 sur 2 qui travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Il faut quand même se souvenir de ça. Donc on ne parle pas que des gens qui travaillent dans des immenses open space à la Défense ou dans des superbes usines revues par le design moderne à Saint-Ouen. Le côté, bien sûr, l'éclairage pour nous, il est stratégique. Bien sûr, on veut savoir si les gens sont contents de l'ergonomie de leur chaise. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de stratégie pour les RH, pour les managers et pour, bien sûr, la conception. C'est-à-dire, comme on le rappelait à l'origine de cette présentation, comment voir le coup d'après, comment voir plus loin. Donc c'est vraiment une approche stratégique qu'on vous propose avec cet observatoire. Alors, première chose, évidemment, le paysage est totalement remodelé par le télétravail. Alors, quand on a commencé cette étude, moi, c'est la 11e édition, moi, je n'étais pas dans les premières éditions, mais quand on a commencé avec Alterne, etc., on travaillait quoi? C'était quoi la grosse modification? La digitalisation. On était nomades parce qu'on avait des ordinateurs portables. C'était fou. Et donc, on ne travaillait plus dans le bureau, on travaillait ailleurs, on travaillait dans d'autres établissements. Il faut se balader avec son petit ordinateur, on pouvait aller dans des restaurants, dans des cafés. Tout ça, ça existe encore plus. Mais maintenant, on va même télétravailler depuis un café, un restaurant, etc. Donc, en fait, vous avez vu, 56%, donc 1 sur 2, des actifs qui travaillent dans les bureaux, travaillent de temps en temps, pas dans leur bureau. Mais pas forcément en télétravail, pas dans leur bureau, simplement. Ils sont ailleurs, dans un hôtel, dans un train, dans un café. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, c'était vraiment avant, à l'époque où on parlait de la grande révolution des open space, du flex office. Tout ça, on a l'impression que c'est tellement derrière nous maintenant, parce que la vraie révolution maintenant, c'est ça, c'est le télétravail. Vous voyez ici l'envolée en 2017, 25%, et c'était pas beaucoup, c'était occasionnellement, c'était de temps en temps, un jour comme ça, pour s'isoler, parce qu'on avait un rapport à finir, etc. Aujourd'hui, c'est 47%, et on vous redonne tous les chiffres détaillés sur le télétravail dans le rapport. 47%, la plupart des gens, c'est 2 jours quand même par semaine en télétravail. Bien sûr, surtout vendredi, surtout éventuellement le jeudi. Enfin, voilà, pour se faire une sorte de préparation mentale au week-end, le télétravail, c'est quand même pas mal. Et en fait, pourquoi ça s'est envolé? Évidemment, je vous fais même pas, je vous le dis même pas. Vous voyez, c'est sa tête, c'est notre ami. C'est notre ami qui est surgi dans nos vies en 2020 et qui a changé les choses. Au début, le télétravail, c'était occasionnel, et puis après, c'est devenu voilà, ancré dans nos usages. Alors, bien sûr, ce 47% sur notre échantillon, c'est la moyenne, mais il passe à 67% de gens qui pratiquent régulièrement le télétravail quand on travaille dans une
métropole, quand on a un trajet domicile-travail de plus d'1 heure, parce que là, ça change la vie quand même, de pouvoir faire peut-être ses courses entre midi et 2, voilà. Et surtout, regardez les plus jeunes, les fameux Gen Z dont on va reparler, il doit y avoir les oreilles qui sifflent. Ce sont à peu près les moins de 30 ans, on va dire, ceux qui rentrent sur le marché du travail avec conviction et des valeurs qui ne sont peut-être pas celles de leur manager. Les millennials, donc la tranche d'un petit peu après, qui sont vus détrônés dans le buzz médiatique par justement les Gen Z. Donc, les Gen Z, c'est les jeunes. Donc les millennials, ils ont autour de 30, 40 ans. Et voilà. Et puis bientôt, quand les Gen Z seront détrônés par les alphas, ils comprendront le sum des millennials. On en parlera, on en reparlera. Et on a quand même les télétravails toutes les semaines, 28%. Hein, c'est quand même beaucoup. Et attention, autre chose. Télétravail, aujourd'hui, c'est comme une sorte de droit acquis. On va voir si c'est vrai ou pas. Mais aujourd'hui, télétravail, tout le monde télétravaille. On parle ici des gens qui, en plus, travaillent au bureau. Et Jérôme Fourquet nous dira d'autres choses par rapport à ceux qui peuvent pas le télétravail. Mais ceux qui aimeraient pratiquer le télétravail et ne le font pas, il y en a 66% seulement qui sont satisfaits de leur qualité de vie au travail. Et en moyenne, on est 82% à être satisfaits de nos qualités de vie. Vous savez, ça se dégrade si vous voudriez faire du télétravail et on vous dit non. Et quand on vous dit non, faites pas trop. Alors, le prix à payer, bien sûr, de tout ça, c'est la visio. Monsieur Alexandre Désinard, en 2000, il écrit, c'est un écrivain et quelqu'un qui a des réflexions sur le monde du travail, très intéressantes. Et en 2008, je crois, il sortait « L'open space m'a tué ». Mais ici, maintenant, voilà, il passait à autre chose. La visio m'a tué. Les open space, c'est vraiment old news. Et ce prix à payer de la visio, c'est notamment... alors, la visio en soi, c'est pas un mal. Le problème, c'est que quand on est en moitié présentiel, moitié visio, là, souvent, c'est compliqué. Et la visio, elle a inventé ces nouveaux mots. Vous savez, nous, on aime bien, les sociologues, dire, par exemple, la télévision, elle a inventé le canapé. C'est vrai, parce qu'avant qu'il y ait des télés, on n'avait pas besoin d'être tous en randonnion. Aujourd'hui, le canapé n'a plus vraiment de sens, puisque la télévision, elle est remplacée par de multiples écrans. Donc, oublions les canapés. Et bien, la visio, elle a inventé des mots. Avant, on disait... je sais pas, on disait bonjour à nos camarades. Maintenant, on leur dit t'es en mute. Ça, c'est vraiment la plaie du truc, c'est t'es en mute. C'est aussi tu vois mon écran là, mais pourtant je partage. Voilà, ce genre de petit drame qu'on vit tous au quotidien. Et puis surtout, le côté avant le télétravail, c'était tellement occasionnel que quand on le faisait, c'était justement pour s'isoler, pour être bien tranquille, avancer sur son rapport. Aujourd'hui, c'est une série ininterrompue de réunions. Et comme ça se passe en visio, du coup, on n'a même plus la pause pipi. Dans certaines entreprises, maintenant, on passe toutes les réunions à 45 minutes pour justement préserver la santé physique des prostates et des gens. Donc, voilà. Donc, c'est ce côté épuisant. Et puis surtout, c'est surtout quand on travaille assez régulièrement, 2 jours par semaine, que là, forcément, dans ces 2 jours-là, c'est obligé qu'il va y avoir des réunions qui vont s'enchaîner. Alors, c'est pas idéal le télétravail, on a vu à la visio, c'est pas forcément facile, etc. Bon, mais c'est quand même déjà culte, c'est vraiment même cultissime, et c'est vraiment devenu ce qu'on a vu à travers nos résultats, une zone à défendre. Ici, c'est une photo d'une manifestation de salariés d'Ubisoft à qui on a dit qu'ils étaient tranquillement en 100% remote, et on leur dit vous allez revenir, en tout cas, on va interdire le 100% remote. Vous allez revenir au moins de temps en temps. Là, ils ont dit non. Et parce qu'en fait, ça corrobore tout à fait ce qu'on voit dans notre enquête. C'est qu'aujourd'hui, il y a 1 sur 2 de télétravailleurs qui disent si jamais on me retire la possibilité de télétravailler, je m'en vais. Et notamment, qui dit ça les gens qui sont moins attachés à l'entreprise, les plus jeunes, les Gen Z, les gens qui sont pas là depuis longtemps, puisque voilà, ils ne sont pas fait leur trou dans cette entreprise, ils vont aller ailleurs. Et puis les gens qui ne sont surtout pas contents de là où se trouve leur entreprise, ils vont notamment dire ça de plus en plus. Et puis ça, c'est dans le job qu'on a aujourd'hui. Et dans le job prochain, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, quand on est télétravailleur ou qu'on pourrait télétravailler, on a le type de job qui vous permet de télétravailler, le fait de pouvoir télétravailler, c'est un critère pour choisir votre job. Et c'est très clair quand on fait des entretiens d'embauche, par rapport au télétravail, c'est toujours la question. Alors on est obligé d'expliquer, et si on ne le fait pas, clairement, c'est pas possible, quoi. Les annonces où c'est marqué uniquement présentiel et non pas hybride, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de succès. Bon, voilà. Et notamment, encore une fois, pour nos Gen Z, 80% des actifs qui peuvent télétravailler disent « moi, j'en fais quand même un critère pour choisir mon job ». Chez les Gen Z, c'est pratiquement tout le monde, 91. Voilà. Et dans les autres générations, moins. Les boomers qui disent « j'ai plus de 2 ans à tirer jusqu'à la retraite, je vais y arriver quand même ». Donc, voilà.
Non, je me moque des boomers, mais c'est pas simple. Alors, l'enjeu du télétravail, c'est concentration versus collaboration. L'idée, c'est qu'on est chez soi et qu'on n'est pas dérangé. Donc, je travaille plus efficacement. Voilà, 3/4 des gens qui disent. Et puis, il y a quand même un peu plus d'1 sur 2 qui disent oui, mais enfin, le travail en équipe, c'est un peu plus compliqué. Alors là, accrochez-vous à vos cafés, je vais vous demander un petit exercice intellectuel. Ils le disent comme ça, 57, 1 sur 2 qui disent oui, c'est plus compliqué de travailler en équipe. Mais ça, c'est pour soi, avec son équipe, au quotidien, etc. Mais quand on regarde la big picture, est-ce que généralement, d'une façon générale, le télétravail, ça complique le fonctionnement de l'entreprise? On a vu qu'on a survécu au Covid, alors qu'on était tous en télétravail. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ben non, ça ne complique pas. Plus compliqué, il y a seulement 28% qui disent ça. Et plus simple, même plus simple, les Gen Z disent bah, c'est plus simple. Parce qu'en fait, je me connecte, je ne vais pas refuser une réunion, je peux me connecter d'où je veux, etc., même si je suis dans le train, en vacances, etc. Donc, c'est plus simple, plus flexible. Et puis, il y a aussi 40% qui disent bah, ça ne change pas grand-chose au fond. Ça, c'est ce qu'on a vécu avec le télétravail. Au fait, ça a été, au début des 3 premiers jours du confinement, ça a été terrible. Et puis après, on s'est dit bon, bah, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça, c'est pas ça. Donc les actifs n'avouent pas, enfin ne disent pas que ça complique généralement beaucoup les choses. Par contre, il y en a qui ont un autre point de vue sur la question. C'est les managers, les encadrants, les dirigeants, qui disent ah bah oui, non, enfin non. Alors surtout dans une culture à la française, dans laquelle la confiance n'est pas acquise, n'est pas gagnée entre les salariés et les dirigeants. On le voit, c'est très net quand on a fait l'enquête internationale, avec Akineo également, mais c'est l'enquête internationale. On voyait bien qu'entre une culture scandinave, une culture anglo-saxonne et une culture à la française dans laquelle la confiance n'est pas là, et que le manager a besoin de regarder, t'es là, t'es où, tu travailles, quoi, etc. On a des équipes, je connais des retours sur le télétravail, dans lequel il y a des équipes qui sont obligées de se connecter à 8 heures avec la caméra pour bien montrer qu'ils sont là, pas en pyjama, et même s'ils sont en télétravail. Donc c'est important. Et les encadrants disent le télétravail, c'est plus compliqué pour travailler en équipe. Là où la moyenne des salariés disent à 57%, eux, ils le disent à 70%. Donc c'est complètement différent. Et le fonctionnement collectif est plus compliqué, alors que seulement 28% des actifs, de façon générale, le disent. À 39%, les encadrants, les dirigeants vont le dire. Donc, c'est plus du tout la même chose. Et surtout, que quand on demande aussi aux encadrants, mais qu'est-ce qui est compliqué pour vous pour établir les choses dans votre entreprise? Tout ce qui est du niveau de intégration, communication, la culture d'entreprise, c'est de plus en plus important aujourd'hui de transmettre ce type de valeurs-là. Former aussi les nouveaux recrutés, très très important. Quand on recrute quelqu'un, quand il y a toute une équipe qui est en télétravail, comment on fait, comment on s'organise pour être là de temps en temps, tout le temps, pour qu'il y ait quelqu'un à côté du nouveau recruté. Puis le nouveau recruté qui dit mais moi je veux être en télétravail. Ah oui, mais si tu es en télétravail, comment on fait pour former, etc. Et puis créer le fameux sentiment de collectif qui est vraiment si compliqué. On voit ici que là on a demandé est-ce que c'était plutôt facile ou très facile, et les résultats sont pas, voilà, c'est pas super facile. Et notamment pour la création du collectif, on a 48% des managers seulement qui disent que c'est plutôt facile, 27% qui disent que c'est très facile. En gros, ce n'est pas quand même acquis. C'est un travail continu qu'il faut refaire sans cesse. Et ils trouvent que quand même c'est un obstacle à ce travail continu que le télétravail, où les équipes ne sont pas seulement dans des espaces différents, peuvent éventuellement être dans des temps. Et ça, c'est presque pire. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Des discours assez maintenant anti-télétravail. Alors bien sûr, on a beaucoup entendu parler de ça aux États-Unis. Donc là, on a par exemple le CEO de Amazon qui dit maintenant c'est fini le 100% remote et on va imposer le retour au bureau. Alors par grade, mais à la fin, ils ont peut-être envie d'avoir du 100% présentiel. Et on a ici un monsieur Wilfried Garnier qui est le fondateur de Superprof. Il a déménagé dans des très très beaux locaux dans le 10e à Paris et il a profité de ça pour dire maintenant c'est 100% présentiel. Vous revenez 100% présentiel. C'est même pas un peu de télétravail, c'est pas de télétravail. Et pourquoi? C'est toujours les mêmes choses. La performance, la créativité, l'idée qu'aujourd'hui on doit aller beaucoup plus vite parce que les environnements sont compliqués, ils sont incertains, et que du coup, pour ne pas perdre de temps, on doit être ensemble pour réfléchir ensemble. Et c'est comme ça. Donc ici, on se motive, on communique, c'est plus efficace en présentiel. Ici, pour le CEO d'Amazon, c'est le côté apprendre les uns des autres, le côté inventé, donc tout ce qui est la créativité. Ce n'est pas le fonctionnement day-to-day, c'est tout ce qu'il y a en plus de ça qui est, selon les dirigeants en tout cas, un peu perturbé ou empêché par le télétravail. Ça, c'est une vraie question qui se pose dans ces environnements très très compliqués où ça va vite et surtout c'est super incertain. C'est probablement un argument de leur part. Alors,
justement, on a demandé aux gens, aux salariés, aux actifs, aux managers, aux dirigeants, est-ce que vous voulez réduire le télétravail? Là, on est sur l'ensemble, dans notre échantillon, on a un sous-échantillon de 300 dirigeants ou cadres. Et là, s'ils travaillent, qu'ils télétravaillent ou pas, il y en a certains dans les entreprises desquelles il n'y a pas déjà de télétravail. Et pour ceux dans lesquels il y a déjà du télétravail, il y a 40% qui envisagent de le réduire, dont 13% qui voudraient que ça soit un retour en 100% présentiel, notamment pour les dirigeants, les managers, et surtout dans l'industrie. Alors dans l'industrie, peut-être que Jérôme reviendra sur ce point, parce que là, ça pose le problème de l'équité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Donc vous voyez, quand même 40%. Donc parfois, quand on se dit, oui, le télétravail, c'est un acquis, il y a quand même une épée de Damoclès, il y a quand même des nuages noirs qui s'amoncellent, et on peut peut-être dire que non, c'est pas si acquis que ça. Par contre, il va y avoir une lutte, parce que les gens ne sont pas prêts à renoncer à ça. Ça, c'est une sorte d'avantage qui vient en plus, en fait. Et justement, le problème, c'est ça, parce que comme dans cette grande tension entre l'individuel et le collectif, il faut quand même se remettre dans l'idée que le rapport au travail aujourd'hui, il est défini de plus en plus par ces trois mots: liberté, flexibilité, individualité. Où est-ce qu'il y a marqué collectif? Où est-ce qu'il y a marqué collaboration? Il n'y a pas. Donc c'est ça le sujet, en fait. Bien sûr, on est là au bureau, on est tous ensemble, mais justement, de plus en plus dans nos vies fractionnées, on est sur des micro-sources d'information, des micro-types de loisirs, des micro-affiliations. Et pourquoi tout d'un coup on nous mettrait cette affiliation nécessaire, qui serait celle d'une entreprise, qui, lorsqu'elle devient un peu grande, on ne voit plus tellement ses contours, et finalement on va peut-être s'affilier à son équipe, mais son entreprise, c'est refuge, liberté, flexibilité, individualité. Également parce que d'une façon générale, plus le monde devient incertain, plus on se réfugie sur sa sphère privée. Ça, c'est un mouvement qu'on voit de façon générale dans l'Observatoire Sociovision. Alors, le travail dans tout ça, le travail, c'est le mal nécessaire. Oui, certes, il nous définit, nous enrichit. On a quand même 76% des gens qui disent le travail, ça a quand même un impact. J'apprends positif, j'apprends des choses, je rencontre des gens, etc. Pour l'idéal, ce serait de le faire sans avoir à être obligé de travailler. Donc, on envie tous les retraités actifs, ça, c'est vraiment le rêve. Et donc, voilà, donc c'est plutôt positif. Après, le problème, c'est que voilà, le travail, c'est... Il faut essayer de caser le travail quand on a un peu de loisir, quand on a le temps de caser le travail dans sa vie. Et donc, on a aujourd'hui 65, c'est énorme, 65% de gens qui sont prêts à sacrifier leur travail pour privilégier leur vie privée. En même temps, vous vous dites, 65, si ça se trouve, hier c'était 82, si ça se trouve, c'est mieux maintenant. Alors non, parce que dans l'enquête, on a le 65, mais dans l'Observatoire Sociovision des Français, on a à peu près le même chiffre. On ne travaille pas sur les actifs bureau, on travaille sur les actifs, mais c'est la même question exactement, on l'a remise malin quand même. Et l'évolution, on est passé, voilà, on a pris 10 points. 10 points quoi? En 200 ans? Depuis 2020. En 4 ans, 10 points de plus de gens qui disent je serais prêt à sacrifier mon travail pour privilégier ma vie privée. Bon, 2020, je ne vous fais pas de dessin, c'est le petit ami rouge là. Donc il nous a fait relativiser aussi notre vie. Voilà. C'est quoi la vie, la vraie vie, par rapport au monde du travail. Le travail, ça reste quand même globalement positif. C'est toujours le truc, on parle souvent, ça buzz dans la presse, le fait que le travail, on est en train de se jeter par la fenêtre et tout ça. En gros, si on demande aux gens comment ça va au travail, c'est quand même plutôt positif. Sentiment d'appartenance, oui quand même, 71%. Alors évidemment, je vous accumule le tout à fait et le plutôt d'accord. C'est quand même du plutôt que du tout à fait. D'accord. Sentiment de reconnaissance, oui, peu ou prou, mon entreprise me reconnaît, évidemment pas à ma juste valeur qui est énorme, mais bon, à une sorte de juste valeur. Allez, on va dire oui. Sentiment que mon travail manque de sens. Il n'y a que 40% de gens, donc 60% qui disent que oui, bon an, mal an, il y a du sens, ça dépend. Voilà. Donc ça va, c'est quand même globalement positif. Par contre, là où il y a le souci, c'est vraiment ça. Comment on fait pour que, oui, on se lève le matin avec une vraie envie de faire des choses, et puis surtout de prévoir le coup d'après, comme veulent toujours nous y inciter nos dirigeants, nos managers. Aujourd'hui, tu fais ton day-to-day, mais je veux faire le futur, je veux que tu augmentes, que tu gagnes plus, etc., que tu fasses plus. Et l'engagement, en fait, il est vraiment très, très loin d'être toujours au rendez-vous. On a 43% des gens qui disent au travail, je fais ce qu'il y a à faire sans plus. Voilà. Attention, c'est là que les oreilles vont encore siffler pour eux. C'est surtout pour les fameux zoomers. Alors, on n'est pas gentil avec eux ce matin. Ils ont beaucoup de circonstances atténuantes dans le fait qu'ils ont quand même vécu des transformations d'une entreprise qui devient de plus en plus moins supportante, on va dire, et du coup, eux, ils se mettent dans une position de mercenaires par rapport à l'entreprise, c'est normal. Et quand on regarde le sens en termes de génération, c'est quand même assez flagrant, et l'engagement également.
l'engagement qui est encore assez fort chez nos boomers, qui vont arriver là, du côté des Gen Z, c'est non, au travail, je fais ce qu'il y a à faire sans plus, et le sens, je ne le vois pas toujours, quoi. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus exigeants sur ces questions-là. Pour eux, l'engagement, il y a besoin que ça soit vraiment important, vraiment engageant. Le sens, il faut vraiment en faire quelque chose. Juste leur dire, tu travailles pour la gloire de la sociologie française. Oui. Bravo. Voilà, donc c'est ça. Alors évidemment, ils ont inventé plein de mots, ou on a inventé pour eux plein de mots. Bien sûr, vous avez entendu parler du quiet quitting, on reste, et finalement dans sa tête, on a déjà démissionné. Le coffee badging, ok, on m'oblige à venir en présentiel. Je vais venir pour la réunion du matin, je vais prendre un café, je parle aux collègues, et puis je vais rentrer chez moi pour bosser. Donc vous m'avez vu, vous êtes content? Ben, je vais rentrer chez moi maintenant. Le recenteeism, vous restez, mais vous êtes tellement malheureux dans votre job que vous le faites savoir bien autour de vous, vous pourrissez bien l'ambiance, et comme ça, votre manager, il est là, bon, bah, reste chez toi, ça va mieux, allez, quand même. Et puis après, pour tous les jours, parce que là, on a souvent entendu parler du bare minimum Monday. Alors, grâce au télétravail, on se prépare moralement au week-end, on se met doucement dans une... voilà, on se met en chaussettes, ça c'est bien, on est en télétravail. Et puis, par contre, le lundi, il faut reprendre. Et donc, on va en faire le moins possible, on va s'arranger, c'est souvent là qu'on nous colle toutes les réunions et tout ça. Donc, bare minimum Monday, on va faire le moins possible. Alors, le problème, c'est qu'on se disait, bon, ok, bare minimum Monday, et après, tous les jours, vous allez bosser à donf. Ben non, parce qu'après, il y a Take It Easy Tuesday. Alors là, d'accord. Et puis après, il y en a un comme ça pour chaque jour de la semaine. Jusqu'au Friday, où là, on est prêt, on peut y aller pour le week-end. Et donc, voilà quoi. Et donc, la Gen Z fait trembler le monde du travail parce qu'elle le dit, en fait. Et les autres, ils le pensent. C'est ça. Donc, en fait, le problème, c'est qu'ils la ramènent un peu trop. Et donc, du coup, c'est sur eux que tombe toute l'opprobre. Mais en vrai, les autres salariés, on ne va pas se mentir, ils sont un peu comme ça. Et justement, le rêve des actifs, qu'est-ce que c'est? C'est de la flexibilité, c'est du temps pour soi. Donc, aujourd'hui, on demande aux gens, qu'est-ce qui vous ferait, qui améliorerait radicalement, un peu au moins, votre qualité de vie au travail? Ben, la première chose, c'est ça. Flexibilité, les horaires de travail. Donc, c'est ça qui est quand même terrible. Et donc, le manager, il est là, mais comment ça, flexibilité des horaires de travail? On doit travailler quand je dis qu'on doit travailler. Et les salariés ne l'entendent pas de cette oreille. Les Gen Z le disent, les autres le passer à la semaine de 4 jours. Alors qu'on voudrait, là, on nous parle de travailler plus, pour gagner pas plus, en tout cas, mais en tout cas pour préparer les retraites, pour préparer la défense nationale, etc. Très bien. Et en fait, non, les gens, ils ne sont qu'en train de rêver de semaines de 4 jours, en gardant le même temps de travail simplement parce qu'ils ne veulent pas diminuer leur rémunération. Mais regardez, du côté, il y a aussi 25%, donc 36 plus 25, ça additionne les deux, en réduisant, pourquoi pas, le temps de travail, auquel je gagnerai moins. Et les Gen Z, pourquoi pas? Parce qu'eux aussi, ils sont dans un mode de flexibilité, ils peuvent gagner de l'argent par d'autres activités à côté. Donc voilà, pourquoi pas? Et puis de toute façon, ce qui est le plus important, ce n'est pas de perdre sa vie à la gagner. C'est vraiment de gagner quelque chose d'important, de se réaliser, etc. Donc flexibilité. Et puis là, je reviens dans l'Observatoire Sociovision France. Regardez, ça monte, ça descend, qu'est-ce que c'est? Les motivations, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de prendre un travail ou de rester dans un travail ou de choisir un nouveau travail? Donc qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend? Alors, qu'est-ce qui descend? Regardez, la reconnaissance. Alors, ça vient en premier, mais ça ne monte plus. Le fait d'être reconnu par son manager ou de gagner de l'argent. On a vu, c'est même pas ça la vraie motivation, parce que oui, c'est pas que tu m'augmentes de 50 € par mois, oui, et que tu me dises merci dans les couloirs, oui. Évolution, formation, moins aussi, parce qu'après tout, on peut se former soi-même. De plus en plus, on a les ressources pour se former soi-même. Qu'est-ce qui monte alors, ces deux lignes-là? Eh bien, ça. Le fait que dans un travail, on me donne de l'autonomie, de la flexibilité, de la liberté, c'est ça qui monte de plus en plus. Et regardez, on n'est pas loin là. Ça peut peut-être passer avant même. Et puis aussi les avantages. Et ça, on va en reparler. Ça, c'est important parce que c'est là que vous avez, en tant qu'employeur, un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que de l'argent? C'est quoi les avantages? Des services, pourquoi pas? Des activités, pourquoi pas? Donc voilà, il y a autre chose qu'il faut réfléchir sur qu'avant, c'est un package un petit peu lambda. Alors justement, aujourd'hui, cette flexibilité, on ne l'a pas vraiment, on ne peut pas vraiment choisir ses horaires. Par contre, le télétravail, c'est ça, c'est cette bulle de liberté qu'il faut préserver. Donc le télétravail, ce n'est pas juste de pouvoir mieux s'organiser, de gagner du temps dans les transports, c'est aussi le sentiment qu'on regagne de l'autonomie dans sa vie en général. C'est pour ça que c'est si important. Et que quand vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez, par exemple, le télétravail, ça s'organise, je suis à la tel jour, etc. Est-ce qu'il faut d'abord faire écouter les besoins de l'équipe ou mes besoins pour choisir les horaires de télétravail? Les gens disent mes besoins, chacun doit faire appel à ses besoins, et l'équipe, tant pis.
41%. Alors, les boomers, toujours, eux, ils sont gentils. Ils disent, oui, je vais faire attention aux autres. Donc, les gens qui travaillent aussi dans des grands open space ou des grandes entreprises ont plus aussi ce sentiment qu'il va falloir faire un peu des efforts pour mettre les agendas en connexion, si on peut dire. Mais quand même, voilà, d'une façon générale, ça montre encore que les gens ne sont surtout pas prêts à renoncer. Et le télétravail, c'est selon leur façon de faire. Si on vous dit, tu seras en télétravail, mais tu dois venir au bureau le lundi et le vendredi, ben non, ça ne marche pas non plus. Voilà, c'est pas ça non plus que les gens ils veulent. Et du coup, voilà, on s'est habitué à travailler en slip. C'est vrai que, mais ça je ne plaisante pas, parce qu'en fait, la vente de formal wear en bas a complètement disparu. On n'a plus besoin de pantalons formels. Voilà, on n'a même plus besoin de pantalons en réalité. Donc, par contre, on a encore besoin de vestes et de chemises, voilà, et donc d'être à peu près propre au-dessus. Par contre, pour le reste, non. Et donc, du coup, on a quand même 1 sur 2 qui dit « je n'ai plus du tout envie de venir au bureau ». Et regardez, surtout ceux qui ne sont pas très anciens dans l'entreprise, ça pose un vrai problème sur l'intégration. Ça, c'est une vraie alerte sur l'intégration. Et puis, bien sûr, nos jeunes filles reviennent « non, quoi, j'ai un beau slip, pas besoin d'avoir un pantalon déjà ». Donc, ça leur va bien. Donc, et notamment, ceux qui sont tout à fait d'accord avec l'idée qu'ils n'ont plus du tout envie de revenir au bureau, bah, c'est ceux qui ne sont pas satisfaits des locaux. Il y a quand même quelque chose à faire là. C'est quand même une alerte. Quelque chose, je vous pousse du coude. Voilà. Et alors, bien sûr, tout ça nous amène sur comment on va réinventer le bureau. Alors, comment on va faire? Alors, déjà, la question, c'est est-ce qu'il faut encore des bureaux? C'est comme travailler à un moment pour les organisations hippiques. Il y a une grande question. La France a-t-elle encore besoin des talons? Et donc, ça, c'est ça. C'est le télétravail. A-t-il encore besoin de bureaux, finalement? Et on a ça. 60% des gens qui vont dire, des télétravailleurs, qui disent « chez moi, c'est beaucoup mieux que bureau ». Et bien sûr, là, les gens qui aménagent les bureaux disent « mais non, mais moi, chez moi, dans les bureaux, il y a des sièges ergonomiques, il y a des tables qui se montent et qui baissent, il y a des super éclairages, enfin, c'est beaucoup mieux, quoi ». Et non, les gens disent bah, « non, moi, ma table, elle ne monte pas, elle ne baisse pas, mon fauteuil n'est peut-être pas ergonomique, mais en tout cas, je l'ai choisi, et puis je travaille où je veux, j'ai mon chat sur les genoux, j'ai mes bouquins à côté de chez moi, j'écoute la musique que je veux, etc. » Et donc, à la fin, c'est plus confortable. Et en vrai, ce n'est pas que du ressenti. C'est beaucoup de ressenti, mais ce n'est pas que du ressenti. Parce qu'il est vrai que, justement, comme ça s'est pérennisé, on commence à aménager des pièces. Soit on a des pièces, soit on aménage des postes un petit peu permanents, même si ce n'est pas une pièce. Au moins, c'est toujours le bureau avec un endroit pour ranger, un double écran, etc. Donc finalement, ça devient beaucoup. C'est plus à l'arrache le télétravail. Vraiment, ça se fait de façon de plus en plus confortable. On voit depuis la dernière vague, c'était 2023, donc c'est que 2 ans, hein, déjà les augmentations du côté j'organise un espace dédié au télétravail, même si ce n'est pas une pièce, au moins un espace dédié au télétravail. Donc objectivement, c'est plus simple. Et puis, il y a quand même le gros micro-stress, il y a des micro-stress. Donc, micro-stress, c'est un petit stress, mais c'est un petit stress qui gratte. C'est comme une étiquette dans le pub, ça gratte. Et donc, il y en a quand même dans la vie de bureau. Donc, un notamment, et celui-là, c'est les gens qui travaillent pas comme il faudrait, en tout cas qui font leur visio ou qui passent un appel, etc., à côté de vous, alors que vous êtes sur le rapport Buffard et il faut avancer sur le rapport Buffard. Et donc ça, c'est pas possible. Et ça m'est arrivé, et ça m'a beaucoup agacé. Vous avez une personne sur 2 dans les 2 derniers mois, ça m'est arrivé. Et puis c'était horripilant, j'avais envie de le tuer, mais je ne pouvais pas le dire. Donc voilà. Alors pourtant, on a quand même 82% des gens qui sont contents. Alors pas de revenir au bureau, ils disent pas ça. Hein. Retrouver les collègues. Donc cette convivialité, cette micro-convivialité, commensalité aussi, on va prendre un café, on va manger ensemble, ça c'est important. Donc c'est un énorme pourcentage. Mais comment on va faire pour quand même pour faire... Alors, est-ce qu'on a tué le bureau finalement avec le télétravail? Non. Mais par contre, il faut vraiment, vraiment le réinventer. C'est vraiment très, très urgent. Donc il faut vraiment se tourner vers le futur. Alors, et ce n'est pas un bureau, ce n'est pas une table, une chaise et je sais pas, un éclairage. C'est tout un écosystème avec un espace et des services qui est complètement à réinventer. Donc, cet écosystème déjà d'espace, c'est comment on fait pour assurer collaboration, concentration, convivialité, tous les 3 choses, et puis comment on fait pour mettre aussi le bien-être autour de tout ça, pour l'habiller de bien-être, cet espace. Et bien sûr, l'environnement de travail, c'est pas anodin, c'est pas juste du design, et la chaise elle est jolie, et la chaise elle est ergonomique. C'est vraiment un vrai enjeu RH, c'est un vrai enjeu managérial, et c'est un vrai enjeu pour la vie collective, qu'on voit qui est très, très en tension par rapport à la vie individuelle. Et donc, nous, on pose directement la question dans l'Observatoire Actineo, l'environnement de travail, est-ce que ça joue un rôle très important? Et là, on a très important sur tout ce qui est la santé physique, la santé, le bien-être psychologique, le sentiment aussi d'être respecté. Un bel espace de travail, c'est du respect
en boîte, c'est du respect en chaise, c'est du respect en éclairage pour les gens. Un enjeu managérial, parce que bien sûr, qualité des relations avec les managers, mais aussi la motivation, l'engagement, très très important. Donc tout ce que les managers disent, c'est compliqué, ben, peut-être que les espaces et l'écosystème général peuvent contribuer à cela. L'enjeu de vie collective, le plaisir, simplement à venir au bureau, c'est peut-être des choses qu'on oublie. Parce que quand on dit dans les hôtels, est-ce que la qualité du matelas, qui est à 50 cm du sol, était bonne? Nous, on pose la question, est-ce que vous avez bien dormi? Et c'est ça aussi, est-ce que vous avez envie de venir au bureau? Est-ce que c'était une bonne journée au bureau? Ce genre de choses. Voilà, donc c'est vraiment très important. Et on voit, nous, on a des indicateurs sur le bonheur au travail et le sentiment d'appartenance. Et quand on croise les choses, on voit bien que ceux qui sont satisfaits des locaux, à 93% sont heureux de leur qualité de vie au travail. La moyenne, je vous le rappelle, est à 82. Donc on est à 10 points au-dessus. C'est très, très important. Et même heureux au bureau. On a carrément le « est-ce que vous êtes heureux ?» On pose juste cette question. Vous êtes heureux au bureau. Et là, on passe aussi de 82, qui est la moyenne, 94, si on est content des locaux. C'est vraiment très important. Et le sentiment d'appartenance, on en discutait en préparant cette présentation, le sentiment d'appartenance dont on a vu que c'était vraiment un enjeu, puisqu'on est là, comment on fait pour recréer du collectif, hein, sentiment d'appartenance. Donc on a vu, il n'est pas mauvais, 71 en moyenne, mais si on est satisfait des locaux, on passe à 87. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Notamment dans les grandes entreprises. Regardez ici, ça c'est très satisfait, les gens qui se déclarent très satisfaits de leur qualité de vie au travail. Si vous êtes dans une entreprise de moins de 10 salariés, c'est 30%, très satisfait, je ne dis pas le total satisfait. 10 à 49 salariés, déjà on a baissé, 24%. À partir de 50, vous voyez la dégradation, et 1000 salariés, plus de 1000 salariés, 13% seulement. Donc il y a vraiment quelque chose qui est autour de est-ce qu'on peut, plus c'est grand, plus c'est difficile de créer du collectif. C'est quoi les micro-collectifs à l'intérieur, mais c'est quoi aussi le grand collectif, ce qui est important. Ce n'est pas que les micro-collectifs. Donc comment on fait? Et ça, c'est vraiment un challenge pour les gens qui travaillent dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ce n'est même pas des très, très grandes entreprises. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, il y a un contrat de base. On sait qu'il faut donner de quoi se restaurer, voilà. Donc, on retrouve notre triptyque, des endroits pour se concentrer, des endroits de convivialité, des cuisines, des espaces cafés et des endroits pour collaborer. Ça, ok, c'est le contrat de base. Mais justement, tout l'enjeu dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. C'est passer du contrat de base qui est là, j'ai des bureaux, je peux m'isoler, etc., à un espace de travail qui est vraiment différenciant. Ça, c'est le contrat de base et ça, ce serait le contrat de différenciation. C'est quoi? Est-ce que j'ai vraiment des espaces informels? Est-ce que j'ai vraiment des espaces de repos, des salles de sport, des douches? Par exemple, vous avez vu, on a codé en termes de couleurs tout ce qui est lié à du repas, tout ce qui est lié à du bien-être, de la convivialité et de la pause que vous trouvez en vert ici, par exemple. Et notamment ces espaces extérieurs. Alors, comment on peut réinventer? C'est de plus en plus important. On a travaillé chez nous et donc, du coup, on avait peut-être des balcons ou alors on s'est mis à la campagne et du coup, on a commencé à travailler à l'extérieur. Et justement, aujourd'hui, ça a une grosse attente. L'espace de nature à l'intérieur, mais aussi aller à l'extérieur, pas juste pour faire des pauses. On a aussi des gens qui considèrent que c'était indispensable d'avoir des espaces pour travailler à l'extérieur, pas juste faire des pauses. Et bien sûr, la lumière naturelle, n'en parlons même pas, d'avoir des végétaux, bien sûr. Et quand on dit 16% qui jugent indispensable de disposer d'un espace extérieur pour travailler, chez les Gen Z, on passe à 23 quand même. Donc c'est vraiment le futur qui est attendu là. Aujourd'hui, on n'en dispose pas beaucoup dans les entreprises, des espaces extérieurs pour travailler ou faire une pause. Et par contre, quand on en a, on les utilise beaucoup. C'est très court. La deuxième chose, bien sûr, c'est de l'éthique, faire rentrer de l'éthique dans les bureaux, hein, le responsable. Alors là, on a posé exprès des questions un petit peu en dilemme. Est-ce que vous voudriez du mobilier de seconde main? Alors, on ne demande pas du mobilier de seconde main, et en plus, qui serait merveilleux et super, parce que sinon, tout le monde dit oui. Là, pour vraiment tester le besoin de mobilier qui serait éthique seconde main ou recyclé, on fait une sorte de dilemme avec oui, mais alors du coup, il serait de seconde main et pas forcément super assorti. Oui, mais alors il serait recyclé et peut-être un petit peu moins de bonne qualité. Et les gens disent oui quand même. Et surtout ici, les moins de 35 ans. Et ici, là, par contre, le mobilier recyclé, c'est plus le fait de recycler, c'est plus pour les plus âgés, en fait. C'est souvent le cas. Et chez les Gen Z, l'idée d'utiliser de tout ce qui vient de la consommation responsable, circulaire, etc., ça, c'est très important. Ils sont au-dessus de la moyenne, largement autour de 10 points au-dessus de la moyenne. Du côté, quand on a des ordinateurs ou du mobilier, il faut le faire réparer quand il est cassé. Il faut essayer de prendre du recyclé, utiliser des matériaux biosourcés, etc. C'est très, très important. À propos d'eux, on va encore leur dire que c'est pas bien, mais ils nous disent, souvent, ils s'ennuient au travail. Pourquoi? Ils sont dans une civilisation
d'accélération. Aujourd'hui, ils arrivent plus à lire le livre. Par contre, ils peuvent voir une vidéo de 30 secondes. Ça, ils arrivent. Le travail, c'est pas ça. Ouais, se concentrer pendant 2-3 heures, on a des longues réunions, etc. Donc, du coup, souvent, ils s'ennuient au travail. Et vous voyez, ça, c'est très, 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 très clivé par les générations. On a 1 sur 2 des Gen Z qui s'ennuient au travail, seulement 14% des boomers qui ne vont pas le dire. Et donc, nos pauvres boomers, il faut leur donner un peu de diversité. Et de toute façon, ça fera plaisir à tout le monde. Nos pauvres Gen Z, pardon. Et ça fera plaisir à tout le monde. Ici, on a un bel environnement de travail qui a un petit look vintage, qui en plus permet soit d'être ensemble, soit de s'isoler, etc. Donc, c'est vraiment sympa. Et c'est ça que les gens attendent. Des environnements qui ne font pas travail, des espaces plus adaptés pour des moments de convivialité, voire des choses un petit peu ludiques. À chaque fois, on voit que les Gen Z sont en pointe là-dessus. Quelque chose qui donne un petit peu de diversité, qui donne un peu de peps, en fait, aux façons de travailler. Ça serait bien. Et puis, alors j'en parlais avec Cathy Dufour. Elle fait venir son chien au bureau. Eh bien, moi, je suis d'accord avec ça. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais moi, je suis 100% d'accord. Je recaserai les chiens tant que je pourrai. Et 19% des gens... Puis alors, avec un superbe jeu de mots, moi, quand je ferai mon salon de coiffure, je l'appellerai définitif. Hein, parce que du coup, voilà, tendance qu'il y a du chien, peut-être ça... Malin quand même, bien réfléchi. Et les actifs aimeraient avoir de la présence d'animaux de compagnie. Une façon de créer du lien, c'est ça. Qu'est-ce que me dit Cathy ? Il y a des gens qui bougent leurs jours de télétravail pour se synchroniser avec les jours de présence au bureau du chien de Cathy. Et oui. Quand on a un house dog, un office dog, un office cat, les gens ils viennent pour le voir. Les autres collègues, on s'en fout. En général, ces gens-là, ils sont l'employé du mois tous les mois. Voilà. Quand on dit 82% sont contents de voir leurs collègues, mais 95% seraient contents de voir les chiens du collègue. Donc vous voyez, c'est ça qui est important. Et puis aussi, pourquoi pas, quand vous avez votre propre chien, vous n'êtes pas obligé de le louer, mais vous pouvez avoir des services de garde sur ça. N'oubliez pas que les services, c'est important. En moyenne, il y a seulement 10% des actifs qui disent que venir au bureau, c'est pour bénéficier de services, mais les services, il y a 24%, un quart, c'est super important. Donc les services, qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, on a un contrat de base, c'est soutien psychologique. Bon, quand on demande aux gens les services dont vous disposez ou que vous aimeriez avoir. Aujourd'hui, on a un peu ça. Il y a pas mal de gens qui ont du soutien psychologique, mais aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas. Eh ben, il y a des choses, encore une fois, c'est codé en fonction de la couleur. Tout ce qui est lié au bien-être ou au développement personnel, d'avoir des services beauté, des ateliers créatifs, des paniers de fruits, des choses comme ça, ou des choses qui facilitent le quotidien, le lavage du véhicule, une mini-boutique, la garde d'animaux, dont on a parlé, etc. Donc, voilà, c'est un vrai potentiel de développement. Et puis, bien sûr, on ne peut pas clore ce chapitre sans être dans l'inclusivité. C'est normal que le bureau aussi réfléchisse à son inclusivité. Et aujourd'hui, ce n'est pas gagné. Il y a la marge de progression qui est certaine. On a demandé aux gens comment vous voyez l'adaptation des bureaux aujourd'hui. Est-ce que les bureaux, les locaux dans lesquels vous travaillez sont bien adaptés aux gens qui sont des seniors, qui sont à mobilité réduite ou à fonctionnement cognitif, social ou émotionnel atypique, hein, quand on est autiste ou qu'on c'est compliqué de gérer le bruit ou des choses comme ça. Déficience auditive, déficience visuelle. Là, si on regarde déjà en très bien adapté, tout à fait adapté, en total adapté, c'est déjà pas terrible. Pour les déficients visuels, auditifs, c'est 1 sur 2, plus ou moins. Quand on regarde à très bien adapté, non, clairement, c'est pas encore. On ne pense pas aujourd'hui la diversité et l'inclusivité dans les bureaux, c'est clair. Donc il y a quand même une grosse marge de progression là. Et puis surtout, n'oubliez pas les handicaps invisibles, hein, parce que certes, on peut voir si la personne arrive en fauteuil ou si elle a une canne blanche, mais si elle a du mal à entendre, mais qu'elle préfère pas le dire, ou à voir, ou qu'il y a un handicap invisible qui est créé par une maladie ancienne ou quelque chose comme ça, c'est quand même important. Donc on a ici des gens qui déclarent, donc on a presque un quart, plus de 20% des gens qui disent « j'ai un problème, mais ça ne se voit pas, et du coup je n'en parle pas, parce que j'ai peur d'être discriminée, j'ai peur qu'on me mette sur le côté. » Donc voilà. L'idée, c'est à quoi le travail va ressembler demain. Alors aujourd'hui, une chose dont on parle tous beaucoup, c'est les IA. Est-ce que ça peut nous remplacer ? Eh bien, en moyenne, 36% des actifs le disent. Mon travail pourrait éventuellement être remplacé par une intelligence artificielle. Mais vous avez vu, nos pauvres Gen Z, qui, certes, ils ont le seum, mais enfin, ils ont quand même des raisons, parce qu'ils pensent qu'à 54%, parce que là, ils arrivent dans la vie, le monde du travail, en plein au moment où les IA sont partout. Qui se disent moi je suis en train d'apprendre mon métier, mais les IA elles font déjà plus vite que moi si ça se trouve. Donc je crains fort d'être remplacé. Les boomers non pas trop, parce que eux, le temps qu'ils arrivent à la retraite, à partir s'ils ont une retraite, ça sera eux, ils en ont. Voilà. Donc les jeunes ne sont pas rassurés. Alors justement, comment ça va devenir ? Alors, on a quand même dessiné des scénarios souhaitables et probables, on demande toujours ça. Alors on va regarder d'abord les dystopies.
Est-ce que finalement, on va être remplacé par des robots et des IA? Est-ce que le télétravail sera supprimé? Grosse dystopie horrible. En fait, c'est un peu plus probable que ça n'est souhaitable. Notamment le fait d'être remplacé par des robots et des IA. C'est probable quand même assez fort et c'est pas vraiment souhaitable. C'est très peu souhaitable. Le télétravail, vous avez vu, c'est souhaitable de supprimer le télétravail pour seulement 42%, dont beaucoup de managers, j'imagine. Et probable, finalement, pas tant que ça. Aujourd'hui, les gens n'ont pas très peur de ça. Pourquoi pas, on a parlé de, par exemple, imposer le télétravail en période de canicule, pour empêcher de polluer avec les voitures, etc. Pourquoi pas faire des journées portes ouvertes pour connecter les entreprises au reste de la ville, des citoyens. Donc, pourquoi pas. Mais surtout, les futurs désirables, ils se dessinent sous le double signe du bien-être et de la flexibilité. Flexibilité, vous avez des choses en violet qui auraient plus de seniors au travail, parce qu'il y en aura plus au travail, donc comment on va faire, alors qu'aujourd'hui, c'est pas très bien adapté à eux. Et on aura peut-être des vies multisalariats, on n'aura plus besoin d'être sous une seule compagnie, etc. Pourquoi pas des sociétés coopératives pour reprendre le pouvoir. Et puis tout ce qui est de l'ordre du bien-être, on va peut-être quitter les villes, les entreprises ont quitté les villes, on va s'installer tous à la campagne, on aura des menus sains, des menus écologiques, des cabines médicales, important, problème de l'accès aux soins, et puis la semaine de 4 jours, bien sûr, qui est attendue. Alors voilà, tout ça, ça nous dessine un très beau futur. Donc vous avez toutes les clés, et il n'y a plus qu'à mettre en œuvre, parce que maintenant vous savez, vous avez le cahier des charges, vous avez la roadmap,